Bonsoir et bienvenue à tous les téléspectateurs qui nous rejoignent ou les fidèles de Voyage au bout de la nuit. C'est votre émission quotidienne littéraire sur D8. Je suis ravie d'être avec vous ce soir encore pour partager ce moment de lecture. Alors, on va poursuivre la lecture justement des caractères de Jean de la Bruyère et vous allez voir, c'est un ouvrage tout à fait intéressant et même s'il a été écrit il y a bien longtemps, on ne s'en lasse pas, c'est toujours aussi teinté de vérité et de réalisme. Alors les caractères ou les mœurs de ce siècle, ça c'est le titre complet, et ça a été rédigé entre 1688 et 1696, c'est-à-dire jusqu'à la mort de Jean, de notre Jean de la Bruyère. Et d'ailleurs, l'ouvrage a été un grand succès à l'époque où il est sorti. On s'amusait même dans les salons. Vous savez qu'à l'époque, il y avait tout un tas de salons littéraires. Et on s'amusait dans ces salons à échanger des brochures avec les noms des personnages critiqués. Parce que vous allez voir, il dresse des portraits de plusieurs personnes, en fait. Et on se demande même, les portraits sont tellement réels, on se demande si ces personnes ne sont pas inspirées de véritables personnes et alors évidemment elles le sont et alors du coup à l'époque donc on avait ces petites cartes et on se disait ah bah tiens Ruffin c'est celui-ci Giton dont il parle en fait c'est monsieur machin et on s'amusait à les comparer à des personnes bien réelles donc ça faisait l'objet d'un jeu et puis aujourd'hui vous allez voir qu'en fait c'est tout pareil hein, on connaît tous ces personnes qui entourent notre quotidien et parce que ce qu'il décrit finalement c'est la société et il dresse des portraits qui sont quand même assez bluffant, c'est tout à fait universel et intemporel, vous allez le voir. Et au moment de la lecture, on est dans un chapitre, donc ce que je vous disais, les caractères, c'est une succession d'articles, hein, en fait, de longueur tout à fait différente et avec des thèmes assez variés. Et là, au moment de notre lecture, on est dans le chapitre ou le thème qui s'intitule « De la société et de la conversation ». Et vous allez voir, c'est plein de petites maximes. Je vous prie de m'excuser. Qui traitent des gens en société. Donc je reprends tout de suite, on est encore au tout début. Et c'est le petit numéro 13. Allez, bonne lecture à vous. Troil est utile à ceux qui ont trop de biens. Il leur ôte l'embarras du superflu. Il leur sauve la peine d'amasser de l'argent, de faire des contrats, de fermer des coffres, de porter des clés sur soi et de craindre un vol domestique. Il les aide dans leurs plaisirs et il devient capable ensuite de les servir dans leurs passions. Bientôt, il les règle et les maîtrise dans leur conduite. Il est l'oracle d'une maison, celui dont on attend, que dis-je, dont on prévient, dont on devine les décisions. Il dit de cet esclave, « Il faut le punir » et on le fouette. Et de cet autre, il faut l'affranchir, et on l'affranchit. L'on voit qu'un parasite ne les fait pas rire. Il peut lui déplaire, il est congédié. Le maître est heureux si Troil lui laisse sa femme et ses enfants. Si celui-ci est à table, et qu'il prononce d'un mets qu'il est friand, le maître et les conviés qui en mangeaient sans réflexion le trouvent friand, et ne s'en peuvent rassasier. S'il dit au contraire qu'un autre mets est insipide, ceux qui commençaient à le goûter, n'osant avaler le morceau qu'ils ont à la bouche, ils le jettent à terre. Tous ont les yeux sur lui, observent son maintien et son visage avant de prononcer sur le vin ou sur les viandes qui sont servies. Ne le cherchez pas ailleurs que dans la maison de ce riche qu'il gouverne. C'est là qu'il mange, qu'il dort et qu'il fait digestion, qu'il querelle son valet, qu'il reçoit ses ouvriers et qu'il remet ses créanciers. Il régente, il domine dans une salle. Il y reçoit la cour, et les hommages de qui, plus fins que les autres, ne veulent aller au maître que par Troil. Si l'on entre par malheur, sans avoir une physionomie qui lui agrée, il ride son front et il détourne sa vue. Si on l'aborde, il ne se lève pas. Si l'on s'assied auprès de lui, il s'éloigne. Si on lui parle, il ne répond point. Si l'on continue de parler, il passe dans une autre chambre. Si on le suit, il gagne l'escalier. Il franchirait tous les étages, ou il se lancerait par une fenêtre plutôt que de se laisser joindre par quelqu'un qui a un visage ou un ton de voix qu'il désapprouve. L'un et l'autre sont agréables en Troil, et s'il en est servi heureusement pour s'insinuer ou pour conquérir.
Tout devient, avec le temps, au-dessus de ses soins, comme il est au-dessus de vouloir de se soutenir ou continuer de plaire par le moindre de ses talents, qui ont commencé à le faire valoir. C'est beaucoup qu'il sorte quelquefois de ses méditations et de sa taciturnité pour contredire, et même pour critiquer, il daigne une fois le jour avoir de l'esprit. Bien loin d'attendre de qu'il défère à vos sentiments, qu'il soit complaisant, qu'il vous loue, vous n'êtes pas sûr qu'il aime toujours votre approbation, ou qu'il souffre votre complaisance. 14. Il faut laisser parler cet inconnu que le hasard a placé auprès de vous dans une voiture publique, à une fête ou à un spectacle. Il ne vous coûtera bientôt pour le connaître que de l'avoir écouté. Vous saurez son nom, sa demeure, son pays, l'état de son bien, son emploi, celui de son père, la famille dont est sa mère, sa parenté, ses alliances, les armes de sa maison. Vous comprendrez qu'il est noble, qu'il a un château de beaux meubles des vallées et un carrosse. Il y a des gens qui parlent un moment avant que d'avoir pensé. Il y en a d'autres qui ont une fade attention à ce qu'ils disent et avec qui l'on souffre dans la conversation de tout le travail de leur esprit. Ils sont comme pétris de phrases et de petits tours d'expression, concertés dans leurs gestes et dans leur maintien. Ils sont puristes et ne hasardent pas le moindre mot, quand ils devraient faire le plus bel effet du monde. Rien d'heureux ne leur échappe, rien ne coule de source et avec liberté. Ils parlent proprement et ennuyeusement. 16. L'esprit de la conversation consiste bien moins à en montrer beaucoup qu'à en faire trouver aux autres. Celui qui sort de votre entretien content de soi et de son esprit l'est de vous parfaitement. Les hommes n'aiment point à vous admirer, ils veulent plaire, ils cherchent moins à être instruits et même réjouis qu'à être goûtés et applaudis. Et le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. 17. Il ne faut pas qu'il y ait trop d'imagination dans nos conversations et dans nos écrits. Elle ne produit souvent que des idées vaines et puériles, qui ne servent point à perfectionner le goût et à nous rendre meilleurs. Nos pensées doivent être prises dans le bon sens et la droite raison, et doivent être un effet de notre jugement. 18. C'est une grande misère que de n'avoir pas assez d'esprit pour bien parler, ni assez de jugement pour se taire. Voilà le principe de toute impertinence. 19. Dire d'une chose modestement, ou qu'elle est bonne, ou qu'elle est mauvaise, et les raisons pourquoi elle est telle, demande du bon sens et de l'expression. C'est une affaire. Il est plus court de prononcer d'un ton décisif et qui emporte la preuve de ce qu'on avance, ou qu'elle est exécrable, ou qu'elle est miraculeuse. 20. Rien n'est moins bon selon Dieu et selon le monde que d'appuyer tout ce que l'on dit dans la conversation, jusqu'aux choses les plus indifférentes, par de longs et de fastidieux serments. Un honnête homme qui dit oui et non mérite d'être cru. Son caractère jure pour lui, donne créance à ses paroles et lui attire toutes sortes de confiance. 21. Celui qui dit incessamment qu'il a de l'honneur et de la probité, qu'il ne nuit à personne, qu'il consent que le mal qu'il fait aux autres lui arrive, et qui jure pour le faire croire, ne sait pas même contrefaire l'homme de bien. Un homme de bien ne saurait empêcher par toute sa modestie qu'on ne dise de lui ce qu'un malhonnête homme sait dire de soi. 22. Cléon parle peu obligeamment ou peu juste. C'est l'un ou l'autre, mais il ajoute qu'il est fait ainsi et qu'il dit ce qu'il pense. 23. Il y a parler bien, parler aisément, parler juste, parler à propos. C'est pécher contre ce dernier genre que de s'étendre sur un repas magnifique que l'on vient de faire, devant des gens qui sont réduits à épargner leur pain, de dire merveille de sa santé devant des infirmes, d'entretenir des richesses, de ses revenus et de ses ameublements un homme qui n'a ni rente ni domicile. En un mot, de parler de son bonheur devant des misérables. Cette conversation est trop forte pour eux, et la comparaison qu'ils font alors de leur état au vôtre est odieuse. 24. Pour vous, dit Eutyphron, vous êtes riche, ou vous devez l'être. 10 000 livres de rente, et en fond de terre, cela est beau, cela est doux, et l'on est heureux à moins. Pendant que lui qui parle ainsi a 50 000 livres de revenus, et qu'il croit n'avoir que la moitié de ce qu'il mérite, il vous taxe, il vous apprécie, il fixe votre dépense, et s'il vous jugeait digne d'une meilleure fortune,
et de celle même où il aspire, il ne manquerait pas de vous le souhaiter. Il n'est pas le seul qui fasse de si mauvaises estimations ou des comparaisons si désobligeantes. Le monde est plein de tifrons. 25. Quelqu'un, suivant la pente de la coutume qui veut qu'on loue, et par l'habitude qu'il a à la flatterie et à l'exagération, congratule Théodème sur un discours qu'il n'a point entendu et dont personne n'a pu encore lui prendre compte. Il ne laisse pas de lui parler de son génie, de son geste et surtout de la fidélité de sa mémoire. Et il est vrai que Théodème est demeuré court. 26. L'on voit des gens brusques, inquiets, suffisants, qui, bien qu'oisifs et sans aucune affaire qui les appelle ailleurs, vous expédient, pour ainsi dire, en peu de paroles et ne songent qu'à se dégager de vous. On leur parle encore qu'ils sont partis et ont disparu. Ils ne sont pas moins impertinents que ceux qui vous arrêtent seulement pour vous ennuyer. Ils sont peut-être moins incommodes. 27. Parler et offenser pour de certaines gens est précisément la même chose. Ils sont piquants et amers, leur style est mêlé de fiel et d'absinthe, la raillerie, l'injure, l'insulte leur découle les lèvres comme on leur salive. Il leur serait utile d'être nés muets ou stupides. Ce qu'ils ont de vivacité et d'esprit leur nuit davantage que ne fait à quelques autres leur sottise. Ils ne se contentent pas toujours de répliquer avec aigreur, ils attaquent souvent avec insolence, ils frappent sur tout ce qui se trouve sous leur langue, sur les présents, sur les absents. Ils heurtent de front et de côté comme des béliers. Demande-t-on à des béliers qu'ils n'aient pas de cornes. De même n'espère-t-on pas de réformer par cette peine des naturels si durs, si farouches, si indociles. Ce que l'on peut faire de mieux, d'aussi loin qu'on les découvre, est de les fuir de toute sa force et sans regarder en arrière. 28. Il y a des gens d'une certaine étoffe ou d'un certain caractère avec qui il ne faut jamais se commettre et qui l'on ne doit plaindre que le moins qu'il est possible, contre qui il n'est pas de même permis d'avoir raison. 29. Entre deux personnes qui ont eu ensemble une violente querelle, dont l'un a raison et l'autre ne l'a pas, ce que la plupart de ceux qui ont assisté ne manquent jamais de faire, ou pour se dispenser de juger, ou par un tempérament qui m'a toujours paru hors de sa place, c'est de condamner tous les deux, leçon importante, motif paraissant et indispensable de fuir à l'Orient quand le fat est l'hôte à l'Occident pour éviter de partager avec lui le même tort. 30. Je n'aime pas un homme que je ne puis aborder le premier, ni saluer avant qu'il me salue, sans m'avilir à ses yeux et sans tremper dans la bonne opinion qu'il a de lui-même. Montaigne dirait « Je veux avoir mes coudées franches et être courtois et affable à mon point, sans remords ne conséquence. Je ne puis du tout estriver contre mon penchant et aller au rebours de mon naturel qui m'emmène vers celui que je trouve à ma rencontre. Comment me ressouvenir tout à propos, et d'aussi loin que je vois cet homme, d'emprunter une contenance grave et importante, et qu'il avertisse que je crois le valoir bien au-delà. 31. Avec de la vertu, de la capacité et une bonne conduite, l'on peut être insupportable. Les manières que l'on néglige comme les petites choses sont souvent ce qui fait que les hommes décident de vous en bien ou en mal. Une légère attention à les avoir douces et polies prévient leur mauvais jugement. Il ne faut presque rien pour être cru fier, civil, méprisant, désobligeant. Il faut encore moins pour être estimé, tout le contraire. 32. La politesse n'inspire pas toujours la bonté, l'équité, la complaisance, la gratitude. Elle en donne du moins les apparences et fait paraître l'homme au dehors. Il devrait être intérieurement. L'on peut définir l'esprit de politesse, l'on ne peut en fixer la pratique. Elle suit l'usage et les coutumes reçues. Elle est attachée au temps, au lieu, aux personnes, et n'est point la même dans les deux sexes, ni dans les différentes conditions. L'esprit tout seul ne la fait pas deviner. Il fait qu'on la suit par imitation, que l'on s'y perfectionne.
Il y a des tempéraments qui ne sont susceptibles que de la politesse. Il y en a d'autres qui ne servent qu'au grand talent ou à une vertu solide. Il est vrai que les manières polies donnent cours au mérite et le rendent agréable, et qu'il faut avoir de bien éminentes qualités pour se soutenir sans la politesse. Il me semble que l'esprit de politesse est une certaine attention à faire que par nos paroles et par nos manières, les autres soient contents de nous et d'eux-mêmes. C'est une faute contre la politesse que de louer immodérément en présence de ceux que vous faites chanter ou toucher un instrument, quelque autre personne qui a ces mêmes talents, comme devant ceux qui vous lisent leurs vers, un autre poète. Dans les repas ou les fêtes que l'on donne aux autres, dans les présents qu'on leur fait et dans tous les plaisirs qu'on leur procure, il y a faire bien et faire selon leur goût. Le dernier est préférable. Il y aurait une espèce de férocité à rejeter indifféremment toutes sortes de louanges. L'on doit être insensible à celles qui nous viennent des gens de bien, qui louent en nous sincèrement des choses louables. Un homme d'esprit, qui est né fier, ne perd rien de sa fierté et de sa raideur pour se trouver pauvre. Si quelque chose au contraire doit amollir son humeur, le rendre plus doux et plus sociable, c'est un peu de prospérité. Ne pouvoir supporter tous les mauvais caractères dont le monde est plein n'est pas un fort bon caractère. Il faut dans le commerce des pièces d'or et de la monnaie. Vivre avec des gens qui sont brouillés et dont il faut écouter de part et d'autre les plaintes réciproques, c'est pour ainsi dire ne pas sortir de l'audience et entendre du matin au soir plaider et parler procès. 39. L'on sait des gens qui avaient coulé leur jour dans une union étroite. Leurs biens étaient communs, ils n'avaient qu'une même demeure, ne se perdaient pas de vue. Ils se sont aperçus à plus de 24 ans qu'ils devaient se quitter l'un l'autre et finir leur société. Ils n'avaient plus qu'un jour à vivre. Et ils n'ont osé entreprendre de le passer ensemble. Ils se sont dépêchés de rompre avant que de mourir. Ils n'avaient de fond pour la complaisance que jusque-là. Ils ont trop vécu pour le bon exemple. Un moment plus tôt, ils mouraient sociables et laissaient après eux, un rare modèle de la persévérance dans l'amitié. 40. L'intérieur des familles est souvent troublé par les défiances, par les jalousies et par l'antipathie, pendant que des dehors contents, paisibles et enjoués nous trompent et nous y font supposer une paix qu'il n'y ait point. Il y en a peu qui gagnent à être approfondis. Cette visite que vous rendez vient de suspendre une querelle domestique qui n'attend que votre retraite pour recommencer. Dans la société, c'est la raison qui plie la première. Les plus sages sont souvent menés par le plus fou et le plus bizarre. L'on étudie son faible, son humeur, ses caprices, l'on s'y accommode, l'on évite de la heurter. Tout le monde lui cède. La moindre sérénité qui paraît sur son visage lui attire des éloges. On lui tient compte d'être pas toujours insupportable. Il est craint, ménagé, obéi. Quelquefois aimé. 42. Il n'y a que ceux qui ont eu de vieux collatéraux, ou qui en ont encore, et dont il s'agit d'héritiers qui puissent dire ce qu'il en coûte. 43. Cléante est un très honnête homme. Il s'est choisi une femme qui est la meilleure personne du monde et la plus raisonnable. Chacun, de sa part, fait tout le plaisir et tout l'agrément des sociétés où il se trouve. L'on ne peut voir ailleurs plus de probité, plus de politesse. Ils se quittent demain, et l'acte de leur séparation est tout dressé chez le notaire. Il y a sans mentir de certains mérites qui ne sont point faits pour être ensemble, de certaines vertus incompatibles. L'on peut compter sûrement sur la dot, le douaire et les conventions, mais faiblement sur les nourritures. Elles dépendent d'une union fragile, de la belle-mère et de la bru, et qui périt souvent dans l'année du mariage. 45. Un beau-père aime son gendre, aime sa bru. Une belle-mère aime son gendre, n'aime point sa bru. Tout est réciproque. 46. Ce qu'une marâtre aime le moins de tout ce qui est au monde, ce sont les enfants de son mari. Plus elle est folle de son mari, plus elle est marâtre. Les marâtres font déserter les villes et les bourgades et ne peuplent pas moins la terre de mendiants
de vagabonds, de domestiques et d'esclaves que la pauvreté. G et H sont voisins de campagne et leurs terres sont contiguës. Ils habitent une contrée déserte et solitaire. Éloignés des villes et de tout commerce, il semblait que la fuite d'une entière solitude où l'amour de la société eût dû les assujettir à une liaison réciproque. Il est cependant difficile d'exprimer la bagatelle qui les a fait rompre, qui les rend implacables l'un pour l'autre et qui perpétuera leur haine dans leurs descendants. Jamais des parents et même des frères ne se sont brouillés pour une moindre chose. Je suppose qu'il n'y ait que 2 hommes sur la terre qui la possèdent seuls et qui la partagent toute entre 2. Je suis persuadée qu'il leur naîtra bientôt quelques sujets de rupture, quand ce ne serait que pour les limites. 48. Il est souvent plus court et plus utile de cadrer aux autres que de faire que les autres s'ajustent à nous. 49. J'approche d'une petite ville et je suis déjà sur une hauteur d'où je la découvre. Elle est située à mi-côté. Une rivière baigne ses murs et coule ensuite dans une belle prairie. Elle a une forêt épaisse qui la couvre des vents froids et de l'aquilon. Je la vois dans un jour si favorable que je compte ses tours et ses clochers. Elle me paraît peinte sur le penchant de la colline. Je me récrie et je dis « Quel plaisir de vivre sous un si beau ciel et dans ce séjour si délicieux !» Je descends dans la ville où je n'ai pas couché de nuit, que je ressemble à ceux qui l'habitent. Et là, je veux en sortir. 50. Il y a une chose que l'on n'a point vue sous le ciel et que selon toutes les apparences on ne verra jamais. C'est une petite ville qui n'est divisée en aucun parti, où les familles sont unies et où les cousins se voient avec confiance, où un mariage n'engendre point une guerre civile, où la querelle des rangs ne se réveille pas à tout moment par l'offrande, l'encens et le pain béni, par les processions et par les obsèques, d'où l'on a banni les caquets, le mensonge et la médisance, où l'on voit parler ensemble le bailli et le président, les élus et les assesseurs, où le doyen vit bien avec ses chanoines, où les chanoines ne dédaignent pas les chapelains, et où ceux-ci souffrent les chantres. 51. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher, et à croire qu'on se moque d'eux ou qu'on les méprise. Mais il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus permise, qu'avec des gens polis ou qui ont de l'esprit. Ça, c'est très drôle. Je vais la relire parce qu'elle me plaît beaucoup, celle-ci. Les provinciaux et les sots sont toujours prêts à se fâcher et à croire qu'on se moque d'eux ou qu'on les méprise. Il ne faut jamais hasarder la plaisanterie, même la plus douce et la plus permise, qu'avec des gens polis ou qui ont de l'esprit. 52. On ne prime point avec les grands, ils se défendent par leur grandeur, ni avec les petits, ils vous repoussent par le qui-vive. 53. Tout ce qui est mérite se sent, se discerne, se devine réciproquement. Si l'on voulait être estimé, il faudrait vivre avec des personnes estimables. 54. Celui qui est d'une éminence au-dessus des autres, qui le met à couvert de la répartie, ne doit jamais faire une raillerie piquante. 55. Il y a de petits défauts que l'on abandonne volontiers à la censure, et dont nous ne haïssons pas à être raillés. Ce sont de pareils défauts que nous devons choisir pour railler les autres. 56. Rire des gens d'esprit, c'est le privilège des sots. Ils sont dans le monde ce que les fous sont à la cour. Je veux dire sans conséquence. La moquerie est souvent indigence d'esprit. Vous le croyez dupe, s'il feint de l'être, il est plus dupe de lui ou de vous. Si vous observez avec soin qui sont les gens qui ne peuvent louer, qui blâment toujours, qui ne sont contents de personne, vous reconnaîtrez que ce sont ceux-mêmes dont personne n'est content. 60. Le dédain et le rengorgement dans la société attirent précisément le contraire de ce que l'on cherche, si c'est à se faire estimer. 61. Le plaisir de la société entre les amis se cultive par une ressemblance de goût sur ce qui regarde les mœurs et par quelques différences d'opinion sur les sciences. Par là où l'on s'affermit dans les sentiments, où l'on s'exerce et l'on s'instruit par la dispute. 62. L'on ne peut aller loin dans l'amitié si l'on n'est pas disposé à se pardonner les uns aux autres les petits défauts.
63. Combien de belles et inutiles raisons a étalé celui qui est dans une grande adversité pour essayer de le rendre tranquille. Les choses de dehors, qu'on appelle les événements, sont quelquefois plus fortes que la raison et que la nature. Mangez, dormez, ne vous laissez point mourir de chagrin, songez à vivre. Harangues froides et qui réduisent à l'impossible. Êtes-vous raisonnable de tant vous inquiéter? N'est-ce pas dire? Êtes-vous fou d'être malheureux? 64. Le conseil, si nécessaire pour les affaires, est quelquefois dans la société nuisible à qui le donne et inutile à celui à qui il est donné. Sur les mœurs, vous faites remarquer des défauts où l'on n'avoue pas ou que l'on estime des vertus sur les ouvrages. Vous rayez les endroits qui paraissent admirables à leur auteur, où il se complaît davantage, où il croit être surpassé lui-même. Vous perdez ainsi la confiance de vos amis sans les avoir rendus ni meilleurs ni plus habiles. 65. L'on a vu, il n'y a pas longtemps, un cercle de personnes des deux sexes, liés ensemble par la conversation et par un commerce d'esprit. Ils laissaient au vulgaire l'art de parler d'une manière intelligible. Une chose dite entre eux peut clairement en entraîner une autre, encore plus obscure, sur laquelle on enrichissait par de vraies énigmes, toujours suivies de longs applaudissements. Par tout ce qu'ils appelaient délicatesse, sentiment, tour et finesse d'expression, ils étaient enfin parvenus à n'être plus entendus et à ne s'étendre pas eux-mêmes. Il ne fallait pour fournir à ces entretiens ni bon sens, ni jugement, ni mémoire, ni la moindre capacité. Il fallait de l'esprit, non pas du meilleur, mais de celui qui est faux, et où l'imagination a trop de part. 66. Je le sais, Théobald, vous êtes vieilli, mais voudriez-vous que je crusse que vous êtes baissé, que vous n'êtes plus poète ni bel esprit, que vous êtes présentement aussi mauvais juge de tout genre d'ouvrage que méchant auteur, que vous n'avez plus rien de naïf et de délicat dans la conversation? Votre air libre et présomptueux me rassure et me persuade tout le contraire. Vous êtes donc aujourd'hui tout ce que vous ne fûtes jamais, et peut-être meilleur, car si à votre âge vous êtes si vif et si impétueux, quel nom, Théobald, fallait-il vous donner dans votre jeunesse et lorsque vous étiez la coqueluche ou l'entêtement de certaines femmes qui ne juraient que par vous, et sur votre parole qui disait « Cela est délicieux, qu'a-t-il dit ?» 67. L'on parle impétueusement dans les entretiens, souvent par vanité ou par humeur, rarement avec assez d'intention. Tout occupé du désir de répondre à ce que l'on n'écoute point, l'on suit ses idées et on les explique sans le moindre égard pour les raisonnements d'autrui. L'on est bien éloigné de trouver ensemble la vérité, l'on n'est pas encore convenu de celle que l'on cherche, qui pourrait écouter ces sortes de conversations et les écrire, ferait voir quelquefois de bonnes choses qui n'ont nulle suite. 68. Il a régné pendant quelque temps une sorte de conversation fade et puérile qui roulait toutes sur des questions frivoles, qui avaient relation au cœur et à ce qu'on appelle passion et tendresse. La lecture de quelques romans les avait introduites parmi les plus honnêtes gens de la ville et de la cour. Ils s'en sont défaits et la bourgeoisie les a reçus avec les pointes et les équivoques. Et voilà, j'ai fourché et c'est tant mieux parce que c'est la fin de l'émission. Voilà, c'était prémonitoire. Je vous abandonne là, mais pas complètement puisque je vous retrouve évidemment pour poursuivre la suite des caractères de la Bruyère. Merci d'avoir été fidèle à l'émission et je vous dis à très très vite sur D8. Alors s'il vous plaît, ne zappez pas, restez connectés et cliquez tout de suite sur le second replay ou alors attendez patiemment la courte page de pub et on se retrouve juste après. Merci beaucoup, à très vite sur Voyage au bout de la nuit. Allez, salut!